Salut, c'est Maxime, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Passionné de belles mécaniques horlogères, vous avez été interloqué par le titre de cette vidéo, vous cherchez quelque chose de bien précis. Installez-vous, on va commencer ensemble, donc c'est parti. Aujourd'hui, je vous parle à nouveau d'une réédition et puis de Guillaume Leder qui a permis à une nouvelle marque aussi de reprendre en fait un nouvel essor, un nouveau souffle après la crise du quartz. Il s'agit, vous l'avez vu dans le titre, de la marque Nivada Grenchen. Présentation donc aujourd'hui de cette Nivada Grenchen Chronomaster Aviator Sea Diver. Ils auraient pu faire plus simple, mais elle a toutes ses raisons de porter ce nom. Vous le verrez dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Par contre, vu le nom, comptez pas sur moi pour le dire à chaque fois. On va faire simple. Nivada Grenchen, Chronomaster, et puis ça ira très bien. Créée en Suisse en 1926, à Grange, ou Grenchen, ça dépend dans quelle langue on le dit, la marque Nivada Grenchen, en fait, elle a une jolie petite histoire aussi. Bon, à savoir qu'au niveau des noms, il n'y en a pas qu'un seul. Au départ, il y a eu Nivada, puis après, il y a eu des petits soucis, donc au niveau du nom, ils ont rajouté Grenchen pour pas confondre avec Movado. Bon, Nivada, Movado, ok, il y avait peut-être de quoi confondre un petit peu les deux marques, mais bon, bref. À savoir aussi qu'aux États-Unis, la marque était aussi vendue par Croton. Donc c'est pour ça qu'on a des fois Nivada, Grenchen, Croton, enfin bref. Là, on va faire simple, Nivada, Grenchen, et c'est tout. Et en 1930, Nivada Grenchen est l'une des premières manufactures à proposer des montres automatiques. En 1961, c'est le lancement du Chronomaster, un chronographe étanche à 200 mètres, et qui regroupe en fait 3 collections, Chronomaster, Aviator et Sea Diver. C'est en 2018 que la marque renaît elle aussi de ses cendres, un petit peu à l'image de Vulcain dont je vous avais déjà parlé. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du Chronomaster dans sa version à remontage manuel. Le modèle existe aussi dans différentes versions, que ce soit de couleur, mais aussi avec un calibre à remontage manuel, comme ici, remontage automatique, et aussi un méca quartz. La version que j'ai actuellement donc en présentation dans cette vidéo avec le cuir brun est vendue au prix de 1910 €. Il existe aussi avec un cuir noir, un bracelet acier, donc voilà, le prix va moduler en fonction à la fois du bracelet et puis aussi, donc comme je disais, du calibre qu'il embarque. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que ce Chronomaster, en fait, il a 9 fonctions différentes. On n'égale pas du tout la Breitling Navitimer, mais c'est quand même des fonctions que vous risquez plus d'utiliser au quotidien que celles d'une Navitimer. Cette nouvelle version garde tout de même les codes qui ont fait le succès de la première version, donc vintage actuellement, et qui s'arrache quand même pas mal du fait de sa rareté aussi, et puis de ses intérêts. Je vous laisserai aller regarder vous-même un petit peu la cote de cette montre, mais si ça vous intéresse ce genre de vintage, tardez pas trop parce que je pense que la cote, elle augmente un petit peu de jour en jour. Mais en tout cas, c'est une montre vintage qui vaut vraiment le coup et qui a une belle histoire. On a ici un boîtier en acier 316L de 38 mm de diamètre pour une épaisseur de 13,75 mm, avec son verre saphir qui est bien bombé. Et son corne à corne de 46,5 mm de longueur assure selon moi une bonne tenue sur vraiment la majorité des poignets. Donc vous ne serez pas embêté non plus si vous avez un poignet de taille plus contenue, un poignet de poulet. À ce niveau-là, ça devrait vraiment bien passer, et notamment de par en fait la forme des cornes et de la montre, mais ça, je vous en parle juste après. Le boîtier alterne les surfaces brossées et polymiroirs en mettant en valeur les lignes de la montre. Et on peut apprécier le dessin des cornes percées, petit côté vintage, dont les généreux chanfreins polis attirent la lumière. Le dessous des cornes est également poli, faisant rappel avec le fond de boîte dont le pourtour est poli et son centre brossé. Un fond de boîte qui est assez sobre et qui est vissé. On peut également apercevoir l'intégration des boutons poussoirs et le système de changement rapide du bracelet. Et de profil, je trouve qu'on voit bien la courbure donnée à la montre grâce à ses flancs et à ses cornes brossées qui donnent finalement l'impression au poignet que la montre n'est pas si épaisse. Et on peut voir aussi que la forme s'évase vers le haut, dominée par la lunette cannelée et le verre saphir. La lunette est ici bidirectionnelle et tourne très facilement sans clic. Elle est en aluminium noir
est pourvu d'index bâtons de chiffres arabes mentionnant les minutes et les heures. Vous verrez pourquoi après. Sous le verre double dôme, très vintage en effet, le cadran est noir mat. Une chose qu'on voit tout de suite quand on regarde ce cadran, c'est l'aiguille des heures. Reconnaissable puisqu'elle est de style Broad Arrow. Ça rappelle un petit peu Serica. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la mets du coup en petite fiche juste par ici. D'ailleurs, cette particularité donne son nom à ce modèle. C'est la fameuse White Broad Arrow. Certains verront peut-être aussi une petite ressemblance, bon pas une ressemblance, mais en tout cas un petit côté Speedmaster avec ses aiguilles, et puis aussi l'index situé à 12 heures. Et cette montre est unicompax et non pas bicompax. Bah oui, unicompax, tout simplement parce qu'on a donc deux sous-compteurs, l'un à 9 heures en fait qui correspond aux secondes, et puis l'autre à 3 heures qui lui est un totaliseur 30 minutes du chronographe. Quant à la trotteuse, elle fait partie intégrante vraiment du chrono. Il ne s'agit pas du tout de l'aiguille des secondes, des heures. Le chrono fonctionne de façon classique grâce au poussoir situé à 2 et 4 heures. Et tout comme la couronne, ces boutons poussoirs, ils ne sont pas vissés. Et pourtant, on a une étanchéité de 10 atmosphères, soit 100 mètres. Bien sûr, vous pouvez sans doute aller nager avec, mais n'actionnez pas les poussoirs dans l'eau. Ça risquerait de faire des rentrées d'eau. Ce n'est pas des poussoirs vissés, donc faits pour ça. Et d'ailleurs, même les poussoirs qui sont vissés, pareil, ils ne sont pas faits pour être manipulés sous l'eau. Et puis à noter aussi que la couronne est gravée du logo Nevada Grenchen. D'ailleurs, on a la présence de la marque sur le cadran à midi et du modèle à 6 heures. Présence également de petits index bâtons peints en super luminova pour chaque heure et d'un chemin de minuterie très fin. Il faut avoir des bons yeux. Je le disais avant, mais la montre, c'est presque un ordinateur de bord. Elle comporte 9 fonctions. Bon, vous verrez que 9 fonctions, il y en a qui vont vous paraître logiques et qu'on ne considère pas actuellement, je dirais, comme fonctions. En tout cas, ce n'est pas des complications. C'est plus des façons d'utiliser la montre autrement. Bon, déjà, on a le côté fonction montre de plongée. Bon, il faut savoir qu'historiquement, la montre était quand même étanche à 200 mètres. Là, actuellement, c'est 100 mètres. Donc de là à considérer cette montre comme une montre de plongée pour 100 mètres d'étanchéité, moi je ne le ferai pas. C'est également une montre de pilote, puisqu'elle permettra d'enregistrer une durée de vol vers une direction depuis une heure donnée. On a une fonction de chronographe, classique, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, et on a également une fonction de chronographe, mais des temps morts. Rien de fou non plus, en fait, vous prenez par exemple un match de foot, s'il y a des arrêts de jeu, vous stoppez le chrono avec le bouton poussoir du haut, le jeu repart, vous rappuyez dessus, et c'est tout. À la différence qu'un chrono classique, en fait, un chronographe classique, vous allez, je sais pas, par exemple, si c'est un départ arrêté 400 mètres en voiture, vous déclenchez au départ, la voiture arrive à la ligne d'arrivée, vous rappuyez dessus, vous avez le temps. Alors, en plus, quand on a des petits index, on peut calculer le temps au cinquième de seconde. Et du coup, une fois que vous avez le temps, remise à 0 avec le bouton du bas, et voilà. Fonction tachymètre, grâce donc à l'échelle tachymétrique qui est présente sur le pourtour du cadran, pour notamment savoir à quelle vitesse vous roulez. Ça, c'était surtout valable du temps où il y avait des bornes kilométriques un peu partout. Bon, vous pouvez toujours le tester sur l'autoroute, ça marche aussi. Là, on a des bornes aussi. Sixième fonction, le compte à rebours, spécial régate. Et oui, du coup, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi le sous-compteur situé à 3 heures, on a une partie rouge et avec également des minutes décroissantes de 5 à 0. Il s'agit en fait tout simplement de déclencher le chronographe 5 minutes avant le départ de la course et comme ça, vous avez donc ce compte à rebours qui se fait. Bon, après, ceux qui ont l'habitude peut-être pourront mieux l'expliquer dans les commentaires, mais en fait, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Je pense que vous avez compris le système de compte à rebours. On a la fonction de minuterie, si on bouge la lunette, pour faire cuire ses pâtes, ses œufs. J'ai envie de dire que toutes les montres qui ont une lunette tournante ont cette fonction-là. Également, on a une fonction de, on va pas dire GMT, mais d'un second fuseau horaire. Toujours pareil, en faisant tourner cette lunette, du nombre d'heures de décalage avec l'heure locale. Il y a aussi la vidéo sur la Labo bleue, où je vous mets le lien juste là-haut, la petite fiche, où je parle aussi donc de cette fonction Dual Time. Bon, et puis 9e et dernière fonction, la plus dingue, elle indique l'heure. Ok, rien de fou, Bon, dire 9 fonctions, en tout cas à l'heure actuelle, en 2023, je sais pas si c'est vraiment foufou, mais voilà, c'est des petits gadgets, ça fait un petit peu certains diraient que c'est un peu le couteau suisse qu'on peut avoir au poignet. Voilà, c'est rigolo.
C'est pas non plus trop compliqué à utiliser, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de mathématicien comme on pourrait en avoir besoin par exemple pour une Breitling Navitimer, hein, qui est vraiment là pour le coup surqualifié en fonction. Donc voilà. Côté mouvement, on n'est pas ici comme sur la Vulcain dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo qui embarquait un calibre TA. Là ici, on est sur un Sellita SW510 BHB manuel. Il bat 28 800 alternances par heure et possède une confortable réserve de marche de 62 heures, disponible aussi en version automatique. Selon moi, l'ensemble montre donc boîtier plus bracelet est vraiment cohérent. Et la boucle Ardillon reprend la finition d'alternance polybrossée aussi de la boîte. Donc ça c'est bien vu. La boucle est discrètement gravée du logo Nivada Grenchen. En cuir marron, le bracelet s'accorde très bien avec la montre. Le cuir est franchement agréable à porter, hein, mais après libre à vous de changer de bracelet. Déjà parce que celui-ci est équipé de pompes rapides. Et puis vous pouvez varier les couleurs, les matières, voilà, faites-vous plaisir. 20 mm d'entrecorne, ça permet quand même de ne pas être embêté pour le choix d'un nouveau bracelet. Si on cherche un chronographe de qualité, qui a une belle histoire, bien fait, hein, je pense que celui-ci devrait vous plaire. Surtout que c'est pas un chronographe qu'on va voir à tous les poignets non plus. Alors vous allez me dire, oui mais c'est une réédition, c'est pas le vrai et tout. Mais en fait, je me pose une question, et je vous la pose aussi, j'aimerais bien votre avis, mais si on prend en compte les Spin Master actuels, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont des rééditions finalement des modèles des années 60? Parce qu'au final, ça a aussi évolué. Il n'y a juste pas eu de période creuse, on va dire, mais finalement, c'est la même chose. Vous en pensez quoi? Et puis là, c'est une montre qui a du charme, une personnalité, hein, je le disais, mais c'est surtout aussi le moyen de s'offrir une montre iconique à moindre prix, hein, parce que, je le disais, mais les modèles vintage, ils sont pas donnés. Donc là, en fait, vous avez un modèle récent, neuf, ça peut être une bonne idée. Sauf si, bien sûr, vous êtes amateur de vintage pur et dur, et là, bon, je comprends que ce soit pas votre priorité. Je dis pas mal de bien de cette montre, mais il y a quelques petits détails qui me chiffonnent un petit peu sur la montre que j'ai reçue. Alors, il y a des détails qui sont vraiment propres à ma montre, à l'exemplaire que j'ai reçu. Il y en a d'autres qui sont propres voilà, au modèle en lui-même. Hein. Bon, je vais commencer par cela. On peut trouver que la lisibilité de l'échelle tachymétrique soit un petit peu compliquée selon l'angle avec lequel on regarde la montre, hein, sachant que l'échelle tachymétrique est vraiment sur le pourtour à l'extrémité du cadran et que le verre double dôme a tendance à déformer un petit peu donc les côtés. Donc ça c'est un premier point, mais bon, pour le peu qu'on utilise une échelle tachymétrique, je pense pas que ce soit super dérangeant. Ensuite, concernant la manipulation des boutons poussoirs, je les trouve peut-être un petit peu durs par rapport à d'autres montres que j'ai pu tester, porter, avoir même dans ma collection. Peut-être question d'habitude aussi. Après, à force de manipuler, est-ce qu'ils vont devenir un petit peu plus doux à l'usage? Je suis pas sûr. Il faut voilà, appuyer franchement dessus pour déclencher le chronomètre. Oups! Pour déclencher le chronographe. Allez, je fais pas souvent l'erreur, mais je rappelle qu'un chronographe, donc c'est exactement donc cette montre qui sert à calculer une durée de temps. Un chronomètre, c'est une certification qui stipule en fait qu'une montre, elle est précise entre une certaine échelle, une certaine amplitude de retard et d'avance. Voilà. Donc là, il s'agit bien d'un chronographe. C'était le petit rappel, bien placé comme ça dans la vidéo. Et enfin, le détail vraiment propre à l'exemplaire que j'ai pu tester et qui m'a dérangé, et qui me dérangerait si c'était ma propre montre, c'est l'alignement des aiguilles. Notamment donc la grande trotteuse, hein, celle du chronographe, qui n'est pas alignée lorsqu'on la remet à zéro. En fait, elle n'est pas pile alignée avec l'index qui est à 12 heures. Ça me dérange un petit peu. Et également, en fait, l'aiguille du totaliseur 30 minutes, qui pareil, elle n'est pas super alignée non plus avec le début de la partie rouge. Voilà, des petits détails, hein. Mais bon, moi, en tant que porteur de la montre, c'est des choses qui me dérangeaient un petit peu. Surtout, voilà, quand on met le prix dans une montre, mais même en fait, pour une montre qui est pas chère, j'aime bien aussi que ce soit quand même bien aligné et relativement parfait, on va dire. Et voilà donc pour ce test de cette, allez, une dernière fois, je le dis en entier, de cette Nivada Grenchen Chronomaster Aviator Sea Diver. J'espère que j'ai pas oublié de mot. Ouf, j'ai réussi. Comme d'habitude, bien sûr, j'attends vos commentaires sous la vidéo, des likes, n'ayez pas peur. Ça fait vraiment du bien aux vidéos et à la chaîne pour la visibilité. Commentez, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein. Ça fait vraiment plaisir. Si vous étiez lassé ou insensible à la Spin Master de chez Omega,
Qu'avez-vous pensé en fait de cette Chronomaster? Dites-moi en commentaire. Allez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine. Salut!